messieurs, bonsoir. Il est 20h sur ITV, c'est parti pour le journal. À la une de l'actualité, ce soir, les anciens militaires, grands mutilés de guerre, exigent la revalorisation de leurs pensions, l'accès aux médicaments, la reconnaissance de leurs enfants comme pupilles de la nation. En conférence de presse ce matin, ils interpellent le président de la République et le ministre des Forces armées. À suivre dans ce journal le compte-rendu d'Elisabeth Grastine. L'association des gérants de stations-service du Sénégal est en colère. Ses membres dénoncent les contrôles prématurés des agents du ministère de l'Industrie et du Commerce. Ils parlent d'amendes injustifiées à l'encontre de certains agents. Lancement du programme accéléré de redressement économique, le PARE est une réponse au plan de redressement économique et social du gouvernement. L'initiateur Mohamedou Madana Kane propose 38 mesures pour redresser l'économie du Sénégal. L'emploi, la rationalisation du secteur parapublic, entre autres, sont les points phares de ce programme. Enfin, restitution de l'audit de la sécurité routière des routes et autoroutes du Sénégal. L'objectif est d'identifier les points critiques du réseau routier et à formuler des recommandations pour l'amélioration de la sécurité des infrastructures. Voilà pour les titres. Dans un instant, le développement. Un instant, les anciens militaires, grands mutilés de guerre, exigent la revalorisation de leurs pensions, l'accès aux médicaments, l'octroi de sièges, la reconnaissance de leurs enfants comme pupilles de la nation, l'accès à des emplois décents figure aussi fait partie des points de l'association des anciens militaires grands mutilés de guerre. Il interpelle le président de la République Bassirou Diomaye Faye et le ministre des Forces armées, le général Biram Diop. Le point avec Elisabeth Grastine et Pape Mafalfal. Sacrifier, pour sacrifier. On les a sacrifiés. C'est avec un cri de cœur amer et des larmes visibles que les anciens militaires, grands mutilés de guerre, ont interpellé l'État du Sénégal afin qu'il revoie leur situation. Tamsir Fall est le président du Rassemblement des anciens militaires, grands mutilés de guerre du Sénégal. Depuis plusieurs années, nous avons constaté une situation très regrettable des difficultés que vivent les anciens militaires invalides et grands mutilés de guerre du Sénégal. Avec l'actuel régime, les invalides et mutilés de guerre attendent toujours la satisfaction dans l'amélioration de leurs conditions d'existence. Les manifestants ont ensuite listé leurs revendications, parmi lesquelles figure la revalorisation de leurs pensions. Il est temps que l'État du Sénégal revoie de manière globale la situation matérielle et morale des invalides et grands mutilés de guerre. Nos compatriotes, nos parents, nos familles connaissent bien les peines éprouvées pour faire face aux difficultés liées aux soins médicaux, à la prise en charge scolaire de nos enfants. Cette précarité a entraîné beaucoup de divorces. Ils ont également appelé le ministre des Forces armées à répondre favorablement à leurs requêtes. Saisissant cette opportunité, nous rappelons à l'opinion que le passage du ministre des Forces armées tenu à l'Assemblée nationale a suscité beaucoup d'interrogations chez les militaires invalides, notamment sur la prime mensuelle octroyée. Sur la commission ad hoc, ça a été conclu sur la commission ad hoc qu'on reçoit cet argent, mais jusqu'à présent, ça n'a pas été fait. Pour la revalorisation de leurs pensions, l'accès aux médicaments,
l'octroi de sièges, la reconnaissance de leurs enfants comme pupilles de la nation, ainsi que l'accès à des emplois. Les anciens militaires, grands mutilés de guerre, interpellent l'État du Sénégal. Atelier de restitution de l'audit de la sécurité routière des routes et autoroutes du Sénégal. C'est une initiative de l'ANASER, Agence nationale de la sécurité routière, et c'est dans le cadre du financement additionnel du projet d'amélioration de la connectivité des zones de production agricole du Nord et du Centre. La finalité est d'identifier les points critiques du réseau routier et à formuler des recommandations pour l'amélioration de la sécurité des infrastructures. Le point avec Catherine Siganour et Seleman Diallo. Jugé très pertinent par le directeur général des transports routiers, Ababacar Fall, cet audit a permis d'actualiser les données et actions issues de l'exercice réalisé en 2019. Cette opération a été très intéressante parce qu'il y a un audit déjà qui a été réalisé en 2019. Cet exercice a permis d'actualiser ce qui a été fait en 2019 pour nous sortir un peu un état des lieux avec des recommandations chiffrées conformément aux dernières instructions reçues de M. le Premier ministre lors du Conseil des ministres du 19 novembre, qui nous a demandé de mettre un plan d'action sécurité routière adossé aux états généraux des transports, chiffré et évaluable. Et je pense que cet exercice rentre un peu dans ce cadre-là. Selon lui, l'ensemble des recommandations formulées à l'issue de cet audit fera l'objet d'évaluations de sécurité routière en vue d'une mise en œuvre progressive et cohérente sur le réseau routier national. On veut désormais que tous les projets routiers fassent l'objet d'évaluation sécurité routière et qu'on puisse, dès la conception, parce que là on était en train de faire plus de l'inspection, mais on veut maintenant, dès la conception de nos ouvrages, de nos infrastructures routières, qu'on puisse prendre en compte les aspects liés à la sécurité routière. D'après le directeur général des transports routiers, le coût global pour la prise en charge de l'ensemble des recommandations s'élève à près de 4 000 milliards de francs CFA. Oui, pour prendre en charge l'ensemble des recommandations, il nous faut 400 milliards de francs CFA. 400 milliards. Établi quand même, qui est étalé sur 10 ans. C'est ce que je disais tout à l'heure, on a un plan d'action court terme, moyen terme et long terme. Mais pour prendre en charge tout, c'est vraiment 400 milliards. En définitive, cet audit constitue une étape décisive dans la stratégie nationale de prévention des accidents de la route, traduisant la volonté des autorités de renforcer durablement la sécurité des usagers et la qualité des infrastructures routières au Sénégal. Pendant ce temps, l'association des gérants de stations-service du Sénégal est en colère. En conférence de presse hier dans l'après-midi, ses membres dénoncent les contrôles prématurés ayant entraîné des convocations et amendes injustifiées à l'encontre de certains agents. Ils invitent les agents du ministère de l'Industrie et du Commerce à la retenue. Écoutons Ibrahim Fall, il est le président de l'association des gérants de stations de service du Sénégal. Ses propos sont recueillis par Seleman Diallo. Nous sommes des locataires gérants. Ces sites ne nous appartiennent pas. Nous payons une location et nous n'avons pas le droit. D'ailleurs, c'est une des clauses de rupture de contrat. Si les gens nous trouvaient en train de tripoter les pompes, dans la logique des choses, le consommateur devrait s'inquiéter. Nous n'avons pas la latitude ni la possibilité de changer les prix sur les pompes. C'est les compagnies pétrolières de connivence avec des structures agréées qui le font. Mais nous distribuer des amendes et nous demander de les payer malgré les pertes qu'on a eu à subir, qui s'élèvent entre 5 et 10 millions, nous ne l'accepterons pas. Il faut que ça soit clair. Et nous lançons un message à tous les membres de notre association. Ne payez pas. Nous n'avons pas le droit de changer les prix sur les pompes. Et même si c'était possible, c'est un capital humain assez important qui le fait. Ce n'est pas un bouton. Il va falloir que ces gens-là se déplacent d'une station à une autre. Et vous savez tous que ces stations-là sont distantes l'une de l'autre. Il va falloir que ces agents du ministère du Commerce savent raison garder, qu'ils reprennent leurs esprits, qu'ils sachent que nous, les gérants de stations-service, nous n'avons nullement l'intention de frauder.
Je dis bien nullement l'intention de frauder. D'autant plus que ces pompes-là ne nous appartiennent pas une fois encore. Il va falloir qu'ils discutent avec les compagnies qui nous louent ces sites-là pour voir quelle solution trouver par rapport à cette situation-là. Une fois encore, je réitère ce que je disais. Nous donnons feu vert à tous nos membres de ne pas payer, qu'ils ferment les stations. Lancement du programme accéléré de redressement économique. Le PARE est une réponse au plan de redressement économique et social du gouvernement. L'initiateur Mohamedou Madana Kane propose 38 mesures pour redresser l'économie du Sénégal, l'emploi, la rationalisation du secteur parapublic, l'ingénierie financière, entre autres, sont les points phares de ce programme. Le PARE adopte ainsi un chemin de redressement différent du presse. Écoutons Mohamedou Madana Kane, leader du mouvement Dunnou. Il est au micro de Barasso. Ce qu'on peut attendre concrètement, c'est appliquer les 38 mesures qu'on a identifiées. Il y a 20 mesures qui concernent la relance de l'économie à travers la production, à travers l'emploi et à travers la consommation. Et il y a 18 mesures qui ont été proposées pour redresser les comptes publics à travers le recalibrage du rôle de l'État, la rationalisation du secteur parapublic, l'ingénierie financière pour identifier de nouveaux leviers de mobilisation de ressources, la diplomatie financière internationale pour renforcer nos capacités de mobilisation de financement au niveau bilatéral, sous-régional et international. Donc c'est tout ça que le PARE offre en termes de pistes et de propositions pour redresser notre pays qui nous appartient tous. Le PRESS est un programme de redressement des comptes publics. C'est-à-dire que c'est un plan qui a été mis en place pour permettre à l'État de fonctionner, de mobiliser des recettes, de mobiliser des ressources pour pouvoir rétablir ou équilibrer le budget. De ce point de vue, ce n'est pas un plan de relance économique. Et nous, ce que nous offrons aujourd'hui, c'est non seulement un plan de relance économique, mais également un plan de redressement des comptes publics. Donc, on constate ce qui a été fait et nous, on va au-delà pour offrir un chemin beaucoup plus large, beaucoup plus étendu de relance de l'économie. Relance de l'économie qui, d'une manière ou d'une autre, va permettre aussi de redresser les comptes publics. FMI, Fonds monétaire international, Mohamedou Kane se veut clair, l'État du Sénégal doit être réaliste et pragmatique. Regardez sa réaction. Il ne s'agit pas de proposer quoi que ce soit au FMI. Il s'agit simplement que l'État fasse ce qu'il a à faire et que le FMI fasse ce qu'il a à faire. Le FMI, c'est une institution des pays, c'est un instrument de soutien aux États et les États sont en droit de demander que le FMI les accompagne. De ce point de vue, il faut juste que chaque partie joue son jeu. Du côté de l'État du Sénégal, ce que l'État du Sénégal doit faire, c'est être réaliste, être pragmatique et surveiller aussi la soutenabilité de sa dette. Et arrêter de dire que la dette du Sénégal est dans une trajectoire soutenable. Donc je pense que l'État du Sénégal a ce devoir-là de réalisme envers le pays pour que derrière on puisse prendre les bonnes décisions. Parce que comme je l'ai dit tantôt, quand on est malade, il faut reconnaître qu'on est malade pour se faire soigner. Ou quand on sent quelque chose dans son corps, il ne faut pas nier qu'on peut être malade, il faut aller consulter le docteur. Et de ce point de vue, je pense que l'État du Sénégal a un devoir de réalisme et de pragmatisme. Et derrière, le FMI aussi a un devoir d'accompagner les États. Maintenant, il faut juste qu'on mette balle à terre, qu'on soit conscient des enjeux et qu'on soit très pragmatique parce que ce qui nous attend dans les prochains mois et dans les prochaines semaines va être extrêmement compliqué. Et le FMI est important, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Le FMI est important parce que ceux sur qui on compte pour financer nos besoins de financement dépendent d'une manière ou d'une autre de l'appréciation que le FMI fait de ce pays. Donc c'est extrêmement important. Le FMI nous appartient, on ne doit pas avoir honte de se faire accompagner par le FMI ou de travailler avec le FMI. Le FMI, c'est notre institution
comme l'UMOA est notre institution, comme la Banque mondiale est notre institution, comme la CEDEAO est notre institution, comme la Banque islamique de développement est notre institution. Et de ce point de vue, avec une bonne diplomatie multilatérale financière, on peut, à mon avis, trouver les équilibres. À Ziguinchor, le secrétaire général national des sociaux-démocrates du Sénégal, Dr Mohamed Lamine Manga, a dénoncé une situation économique et sociale qu'il juge chaotique dans la commune. Il a appelé les populations à refuser le parachutage de candidats aux prochaines élections municipales et locales, plaidant pour des débats publics et une gouvernance fondée sur le mérite. Plus de détails, je vous propose d'écouter Dr Momodou Lamine Manga, secrétaire général national des sociaux-démocrates du Sénégal. Il est interrogé par Hassan Ba et Daouda Samb. La situation économique et sociale de Ziguinchor, elle est désastreuse, elle est chaotique. Je l'ai dit, quand on voit le potentiel de cette région-là, mais on se dit quel gâchis finalement. Vous avez un fleuve, vous avez un port, vous avez un aéroport, secondé par un autre aéroport au Cap Skirring qui n'est pas loin. Vous avez une université publique, vous avez des universités privées, vous avez une jeunesse à la fleur de l'âge, n'est-ce pas? Vous êtes dans une région carrefour. Mais tout cela est un potentiel énorme. Regardez le secteur bancaire. Les banques ne vont pas investir dans des régions où il n'y a pas de potentiel. Combien de banques nous avons depuis quelques années? C'est que c'est une économie en réalité qui a un gros potentiel, mais ce potentiel-là n'est pas exploité par les Ziguinchorois. À Ziguinchor, ceux qui ont le plus de fortune, très souvent, vous conviendrez avec moi, ils ne sont pas très souvent natifs d'ici. Ils viennent d'ailleurs, ils exploitent ce potentiel-là. Ce que nous voulons, c'est que tout le monde puisse profiter, n'est-ce pas, de cette croissance-là. Mais il nous faut des compétences. Et moi, je ne suis pas le seul. Et dans le parti, certes, il y a des valeurs, mais nous nous ouvrons à tous parce qu'on va vers une échéance locale. C'est les municipales. Ce n'est pas une affaire de parti national. C'est une affaire locale. Et nous demandons aux Ziguinchorois, pour une fois, qui ont un amour réel pour Ziguinchor, qui ont fait des choses pour cette région-là. Parce que sinon, on va continuer à tourner en rond, on va retomber dans les mêmes travers. Et la situation économique de Ziguinchor, elle est catastrophique. Regardez la situation sociale. Les rues sont mal éclairées, les routes sont mal faites, la jeunesse ne travaille pas. Aujourd'hui, c'est les Djambadong, les Navetans, sont nos jeunes frères, mais nous pensons qu'ils peuvent aller au-delà de cela. Donc il faut de l'inventivité dans tous les secteurs, dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'économie, dans le domaine de l'agriculture, dans le social. On a un programme qu'on a dénommé ZA2P, Ziguinchor, ville agréable, ville paisible et ville propre. Bientôt, nous allons le partager avec les Ziguinchorois. Et donc, c'est ce que nous voulons faire. Et nous comptons aussi sur vous qui êtes les hommes de médias pour que nous puissions aller vers un débat public. La commune de Saly réclame les 3 hectares que la SAPCO lui avait octroyés pour la construction d'un centre de santé. Face à la presse, le collectif pour la défense des intérêts de Saly accuse la SAPCO d'avoir exproprié les terres de leur commune. Les membres de ce collectif demandent le respect de la loi. Muntaga Khan, Mamadou Ba. C'est un véritable cri de détresse qu'ont lancé les membres du collectif pour la défense des intérêts de Saly. Ils accusent la SAPCO d'avoir empiété dans le périmètre communal. Parce que la loi a dit à l'exception des zones ou bien des aires de village et de leur extension. La loi précise encore en disant que même les zones, les sols où les populations devaient faire leur culture en rapport avec le droit coutumier devaient être respectés. Aujourd'hui, dans les constats que nous avons, on a vu que la SAPCO aménageait jusqu'à entrer dans des zones qui en principe sont des quartiers de la collectivité territoriale de Saly. Ce que nous trouvons inacceptable. Au cœur du conflit se trouve la gestion d'un périmètre de 3 hectares devant servir à l'édification d'un lycée et d'un centre de santé. Ce qui nous oppose à la SAPCO et le service des impôts et domaines, c'est que le 21 octobre, le conseil d'administration de la dite société nous avait affecté 3 hectares pour l'érection d'un lycée et d'un centre de santé de référence. En 2017, l'actuel maire avait écrit pour demander l'accompagnement des impôts et domaines pour la régularisation du titre. Depuis le 10 juin jusqu'à nos jours, nous peinons à recevoir notre bail, alors que les bâtiments qui bénéficient d'un permis de construire foisonnent sur l'avenue Malick Ndiaye. Le collectif pour la défense des intérêts de Saly
dit ne pas exclure de passer à la vitesse supérieure. Il demande aux populations de refuser de signer ni de payer les contrats de concession que la SAPCO est en train de leur présenter. Le collectif pour la défense des intérêts de Saly a également fustigé l'insalubrité qui règne dans la station balnéaire. Je vous propose d'écouter les explications de Pape Silla. Il est le président du collectif. Ses propos sont recueillis par notre correspondant Permanent Amour Muntakakan. Nous faisions partie de la communauté rurale de Malicounda qui avait délibéré 580 hectares en faveur de l'État du Sénégal. La SAPCO en a occupé 620 hectares, soit 42 de plus. Notre seule motivation d'alors, c'était de voir les fils de Malicounda trouver du travail dans la station. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Je pense qu'un projet de développement doit prendre en compte le bien-être des populations. Cette station qui jadis était très bien entretenue est devenue aujourd'hui très sale. En plus, elle est mal éclairée. J'attire l'attention des autorités étatiques sur la nécessité de changer la donne. On se croirait ailleurs que dans une station balnéaire. Nous recevons des hôtes. C'est pourquoi on doit remédier à cette situation. Ceux qui fréquentent la nuit certaines rues sont exposés à des agressions et même à des meurtres. L'heure est grave. L'heure est grave. Éducation dans ce journal à Rufisque, près de 200 élèves du primaire et du secondaire des établissements privés ont été primés. Il s'agit des meilleurs élèves de l'année dernière et de ceux ayant réussi aux concours nationaux. Les autorités académiques espèrent que la cérémonie servira d'émulation aux élèves. Babacar Seck. Les élèves qui se sont distingués dans le privé durant l'année scolaire 2024-2025 ont été célébrés à Rufisque. Plusieurs disciplines dans différents niveaux étaient concernées. Les élèves qui ont remporté les concours organisés au niveau de l'élémentaire. On a organisé des concours en mathématiques, un concours en production d'écrit, un concours en lecture et un concours en dessin. Au niveau du collège aussi, à part les élèves qui se sont distingués de par leur moyenne, on a eu à primer 4 élèves qui ont eu des résultats exceptionnels au niveau des concours d'excellence, concours maths, concours Miss Maths et les élèves qui ont eu les plus fortes moyennes. Parmi les meilleurs élèves, Rahmatoulaye Likambouch invite ses camarades au travail pour réussir dans les études. Je pense qu'il n'y a pas de secret. Ce n'est pas parce qu'on est né avec quelque chose en plus qu'on a eu des résultats aujourd'hui. C'est toujours le fruit du travail. Tout peut s'acquérir en tant que compétence. Toute compétence peut s'acquérir, juste avec de la volonté et du travail. En redoublant d'efforts, Inch'Allah, je pense que n'importe qui redouble d'efforts et qui travaille comme il se doit, pourra un jour, Inch'Allah, recevoir ses prix comme nous les recevons aujourd'hui. Car comme l'a dit Einstein, le génie, c'est juste 1% de talent, mais 99% de travail. Cette année, le parrain de la cérémonie était M. Mérico, professeur de SVT qui a contribué à la réussite de plusieurs générations passées par le lycée Abdoulaye Sadji. À l'instant, Babacar Seck, notre correspondant permanent à Rufisque. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.